L'invité du jour sur Espoir FM. Lola Gruber, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Orne, venez la nuit aux éditions Christian Bourgeois. Drôle de titre pour un livre. Orne. C'est une phrase de Samuel Beckett. Orne, venez la nuit. C'est le début d'un de ses textes. Et moi, ce texte m'avait fait un tel effet, cette phrase m'avait fait un tel effet, que j'ai écrit un roman où il y a un personnage qui s'appelle Orne et il vient la nuit. Oui. Histoire aussi d'une vie. Il y avait chaotique comme beaucoup de vies à un moment particulier de notre histoire. Et dans une région pas simple de notre Europe, parce que Ilse, qui est un des deux personnages principaux de ce livre, naît dans une famille allemande de Bratislava, un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et qu'on sait bien que cette petite région du monde, faite de petits pays extrêmement imbriqués et compliqués, va connaître quelques aventures politiques et donc humaines. Et donc, effectivement, lorsqu'on est un petit peu issu de ces régions, on subit également les aléas de l'histoire. Oui, plus dans ces régions-là qu'ailleurs, ce qui est le cas de la famille du deuxième héros de ce livre, qui est Simon, dont le père est originaire, croit-il savoir, d'Olomouc en Tchéquie, en Tchécoslovaquie de l'époque, et Olomouc, ça pourrait être n'importe où, quoi. Ça pourrait même être au Brésil, Olomouc. C'est une destination mystérieuse, mais comme la famille de Simon est juive, là, les traces se sont passablement perdues. Et encore aujourd'hui, si vous allez en Tchéquie et vous cherchez l'ancien quartier juif, c'est un copain tchèque qui m'avait dit ça, il me dit, souvent, il faut que tu regardes le centre commercial ou le parking. On voit bien que finalement, là aussi, ces quartiers étaient à la périphérie des villes parfois. Pas toujours. Souvent, ils étaient au centre. À Bratislava, il y a maintenant, dans toute ce qui est une capitale, mais quand même une petite ville, une énorme autoroute à 3 voies. Et devant l'autoroute à 3 voies maintenant, il y a une photo de la synagogue là où elle se tenait. Alors, Lola Gruber, 600 pages pour raconter l'histoire de vos deux héros. Combien d'années de travail ? 4 ans sur ce coup-là. Sur le livre précédent, 3 concerts qui se passaient dans les milieux de la musique classique. Comme j'étais pas musicienne, ça m'en a pris 7. Donc je m'améliore. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est 4 ans de documentation. On se lance pas dans l'écriture d'un livre comme ça. Mais il faut quand même savoir beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre un petit peu les affaires politiques de cette région, les nationalités qui ont changé 50 fois. Ensuite, comme ça se passe pour une grande part du livre dans les années 50, il y a un mot qui va devenir important, c'est communisme. Et je dis dans les années 50, mais très vite, ne serait-ce que pour délimiter ça, ce roman qui se passe entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie pouvait, dans l'idée de petits gestes de résistance, ne se passer que après la mort de Staline et avant l'insurrection de Budapest. Donc très vite, on en vient à délimiter des petites zones d'histoire très compliquées, puis il faut savoir ce que c'est que de vivre sous le communisme aussi. Oui, c'est vrai que c'était pas évident à cette époque-là, parce qu'on se fait une idée de communisme vue de France en particulier, qui n'est pas la même lorsqu'on le vit en Tchécoslovaquie. Et il y a une grande partie du livre qui se passe dans un théâtre et il y a une petite partie d'espionnage dans ce livre. Et moi, ça m'intéressait dans le sens où, le théâtre était un endroit de propagande beaucoup à cette époque. Mais je crois que pendant le communisme, tout le monde était un petit peu un espion et tout le monde était un petit peu un acteur. Il y a toujours, vous pouviez rien faire sans que ce soit analysé, rapporté, etc. Donc les gens ont tous pris l'habitude d'avoir des doubles visages, un visage pour la maison, un visage pour l'extérieur. Et parfois, à force de multiplier comme ça les masques, ça finit par devenir difficile de savoir qui on est. Et pourquoi avoir écrit ce livre ? Qu'est-ce qui vous titillait ? Quelle était votre idée première ? Déjà, moi, j'ai un père qui vient, m'a-t-il dit, de là-bas. Et ce là-bas, il est né en 32, mon père. Enfin, il était né en 32. Renvoyait finalement plus à l'Autriche-Hongrie, culturellement, qu'à autre chose. Les populations juives, ce qui était son cas, y vivaient, tant qu'elles ont pu y vivre, pas complètement assimilées à la population. Et pour ce qui était de l'histoire de cette famille disparue en fumée, principalement, les récits de mon père étaient très romanesques, parfois romancés et parfois pas crédibles du tout. Donc il était plus simple pour moi de faire une vraie fiction, ce qui est mon travail de romancière, que de fonctionner avec des récits romancés. Votre papa, pourquoi était-il... C'était un imaginatif ? D'une part, d'autre part, je pense que c'était un peu mytho. Il voulait embellir sa vie. Non, mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'il a vécues pendant la guerre qui étaient un peu traumatisantes et qu'il les a vues comme il les a vues avec ses yeux d'enfant
et qu'après il avait pas de vérité de rechange, quoi. Donc il a inventé des trucs où il les a travestis et que il a dit ce qu'il a vu, mais ce qu'il a vu est pas très crédible. Et par ailleurs, oui, vous avez raison, c'était quelqu'un qui aimait bien raconter des histoires. Et puis la mémoire aussi nous joue des tours, parce que c'est toujours une réinvention de la mémoire. Lorsque votre papa vit des scènes à 10 ans, 20, 30 ans plus tard, ces scènes sont complètement, là aussi, transformées. Et peut-être l'original n'a plus grand-chose à voir avec ce qui vous est raconté. C'est ça, et c'est ça qui m'intéressait. Mais ce que je trouve fascinant, moi, et que je développe un peu dans le livre, au travers de ces deux personnages, c'est que j'ai l'impression que le mécanisme, quand il s'agit de raconter des histoires, est exactement le même, que ce soit dans les amours, dans les familles dont on parle, ou dans les pays. Ou dans les pays, parce que quand il s'agit de re-raconter l'histoire, de faire disparaître des petits morceaux embêtants, ou de complètement embellir ou changer les rôles qu'on a tenus, c'est vrai pour les résistants, c'est vrai pour la Slovaquie, par exemple, le pays qui est quand même au centre de l'Europe, quoi, qu'on aime la mettre à l'est en France. Il y a eu quelques Slovaques qui ont combattu avec les partisans dans les montagnes pendant la guerre, ce qui leur a permis une amitié avec les Russes après. On oublie de dire qu'il y a eu un État fasciste sous la botte des Allemands, dirigé par un prêtre fasciste pendant une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai que la vie dans les pays de l'Est n'a pas été aussi rose qu'on ne peut l'entendre, qu'on la voit. Je pense pas qu'on la voit plutôt grise que rose. Oui, tout à fait. Elle n'est pas aussi grise, je dirais, moi. Ouais, elle n'est pas aussi grise qu'on ne peut l'imaginer. Et donc, là, vos héros sont sortis de votre imagination? Ouais. Toujours? Mais j'y mets toujours... j'avais entendu un acteur américain qui disait un truc qui résumait très très bien ce que je pense. Il disait, je reçois un rôle, je me demande toujours comment cette personne me ressemble et comment est-ce qu'elle me ressemble pas. Et moi, quand j'imagine des personnages, très vite, sans même le décider tout à fait consciemment, je leur donne des choses de moi et je leur donne des choses qui sont vraiment pas moi. Et avec ça, je commence à me débrouiller. Mais j'ai remarqué que si je fais des personnages de méchants, je leur donne très volontiers quelque chose de moi qui m'est très proche, pour en faire des méchants plus intéressants. Plus intéressants. Et puis aussi, c'est quand même plus intéressant quand tout le monde a ses raisons. Certes. Mais en fait, pendant 600 pages, il faut tenir le rythme. Ouais. Vous êtes une besogneuse. Je suis une coureuse de fond. J'ai fait des nouvelles, donc je peux être une sprinteuse aussi. Mais je trouve qu'on développe pas la même chose au long cours. Puis c'est deux histoires qui ont une résonance avec l'histoire et comment on la comprend par le passé. Donc il faut des rétrospectives, il faut des nostalgies, il faut des reconstructions a posteriori. Et ça, c'était possible pour moi au long cours des pages, mais ça peut être long et rythmé. Comment s'est construit ce livre ? Vous avez fait un plan avant ? Vous saviez où vous allez, ou vous vous êtes laissé porter par vos deux héros? Alors déjà, j'ai passé quand même pas mal de temps dans ces petits pays dont on parle. Vous êtes allé? Ah oui, j'ai passé... il y a eu la deuxième vague du Covid, j'étais censée rester 1 mois et demi, 2 mois, et je suis restée plutôt 4 mois et demi, parce qu'il n'y avait plus d'avion pour rentrer, donc j'y suis restée. Budapest fermé l'hiver, c'est rude, mais... Oui, qu'il fait froid. Non, mais Budapest était une ville que je connaissais bien. Je connaissais moins la Tchéquie et la Slovaquie. Et après, beaucoup de documentation. Et oui, j'ai passé presque 1 an sur le plan. Parce que c'est quand même, c'est un récit où il y a un peu d'espionnage, où il y a une intrigue qui est assez serrée. Et ça, il fallait vraiment installer une sorte de mécanique où fallait prendre le temps de le faire pour que chaque rouage trouve son engrenage et que les roues tournent comme il fallait, sachant que, comme dans la vie, souvent, les pièces du puzzle s'emboîtent pas forcément comme on le voudrait, ou qu'il y a des pièces manquantes, et c'est beaucoup plus difficile de concevoir un puzzle qui colle pas qu'un puzzle qui colle. C'est plus satisfaisant pour l'auteur et le lecteur, mais dans la vie, c'est pas comme ça. Et donc, fallait que les gens puissent se tromper, qu'il y ait des vérités et des contre-vérités. Donc, à l'issue de tout ça, 1 an de plan.
Christian Bourgois, votre éditeur, a dû être un petit peu, là aussi, surpris d'attendre comme ça la réception de ce livre. Alors, d'autant plus surpris qu'il est mort depuis très longtemps, Christian Bourgois. Imaginez sa surprise. En fait, les éditions Christian Bourgois sont dirigées par Jean Materne, qui est un éditeur de littérature étrangère principalement, et que j'ai rencontré pour ce livre-là. Donc, on me l'a fait connaître... on m'a dit, toi qui aimes la Hongrie et qui écris les choses qui se passent en Hongrie, essaye de faire la connaissance de Jean Materne, qui est un amoureux de ces zones, et à part ça, moi j'ai l'impression d'être plus un auteur de littérature étrangère qui écrit en français qu'un auteur français. À quoi vous l'attribuez ? Parce que ma famille est pas née en France. Enfin, ma mère est née en France, mais elle est née sous un faux nom et elle dormait dans une valise quand elle était petite, donc on sent qu'on va peut-être devoir décamper vite fait. Et mon père a été apatride, il a eu plein de nationalités, il a été apatride assez longtemps, il aimait pas les papiers, il y avait une spécialité de faux papiers dans sa famille, donc ces histoires de nationalité lui tenaient pas très à cœur, et il a eu la nationalité française très tard dans sa vie, et d'une part, et puis la littérature qui m'a nourrie était principalement, moi, une littérature étrangère. Donc j'ai plus une affinité immédiate pour la traduction, moi. Et pour la langue qui s'est traduite d'une façon ou d'une autre. Et alors vous parlez plusieurs langues, je suppose ? Oui. J'en baragouine surtout. J'en parle 2-3 très bien et les autres, je les baragouine. Mais j'adore ça, moi, les langues étrangères. Je pratique ça comme d'autres gens le sport. Je suis pas sportive, mais je parle un peu hongrois. Donc c'est intéressant malgré tout. Ça change toujours la façon dont vous percevez le monde. Une langue. Le hongrois a 26 4 déclinaisons quand même, bon. Et des idées très très étranges sur l'espace, où nous on est habitués à penser le monde en termes de, et c'est très très fort dans nos esprits, ça l'est encore dans le mien même après quelques langues, hein, en passé, présent, futur, c'est comme ça qu'on pense. Mais pour l'arabe, par exemple, je parle de la langue arabe, ce qui est important, c'est accompli ou inaccompli. Donc l'imparfait, pour l'idée de la langue, il est plus proche du futur. Donc ça révolutionne votre façon de comprendre les choses aussi. Moi, je pense que ça fait de vous un être moins bête. C'est vrai. Penser à un pays, c'est habiter sa langue. Ouais. Habiter sa langue. On habite la langue en la parlant. Et c'est se faire... parce que moi, j'aime bien les espions et j'ime bien les personnages. C'est se faire de nouvelles identités aussi. Vous, c'était l'espionnage qui ne vaut pas. Mais non, parce que moi, j'ai zéro poker face. Je suis émotive, je rougis, ça se voit tout de suite. Alors, faute de pouvoir, je me venge avec les romans de cette vocation qui aurait dû être la mienne sûrement. Mais... Voilà. Merci beaucoup, Lola Gruber. Orne, venez la nuit. Christian Bourgois, éditeur. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.